Bien dans son job, bien dans son travail, bien dans sa culture générale. Tiens, ça c'est un sujet sensible. Culture générale renvoie aussi aux fautes d'orthographe, à la manière dont on écrit. On en parle avec Éric Ledelay. Bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes directeur académique et doyen de l'ISTEC, qui est une école de commerce, professeur de négociation, de gestion des conflits, de géopolitique et d'intelligence économique. Vous arrivez à dormir avec toutes ces casquettes ? On essaye. Vous essayez. Vous avez voulu nous parler de ce sujet. D'abord, je précise que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Les 7 négociations qui ont fait l'histoire de France, édition Fil Rouge avec Jean-Édouard Grézy, qui est souvent venu sur notre plateau. Et puis ce livre, alors pour ceux qui ont 40 ans, on va s'y retrouver, de Mike Giver à Game of Thrones, quand les séries TV nous enseignent le management. Vous avez eu un pied dans l'entreprise, Oui. dans l'accompagnement, le coaching, la formation, puis êtes aujourd'hui enseignant. Commençons par l'entreprise. Pourquoi soudain l'entreprise se dit, tiens, il n'y a pas que le diplôme en finance et en management qui est utile, il faut aussi que mes collaborateurs ils aient de la culture générale. Pourquoi c'est utile ? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Ce qu'on constate d'abord, c'est que le Covid a été une sorte d'accélérateur pour mettre ou remettre de la culture générale dans l'entreprise, parce que pendant les confinements, les expos étaient fermés, les musées étaient fermés, les cinémas étaient fermés, et donc les salariés n'avaient plus accès à la culture, et donc il a fallu en remettre, et c'est à ce moment-là qu'on constate que ça a commencé à se développer. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que les entreprises se rendent compte qu'on est rentré dans une économie de la connaissance, et que forcément, si on veut contribuer à la société, et ça rentre dans les missions de l'entreprise, notamment dans l'entreprise à mission, il faut produire de la connaissance, et la production de connaissances passe forcément par les collaborateurs et le fait de mettre sur le papier. Sauf que les faits sont terribles. Hein. C'est l'étude Voltaire avec Ipsos qui est sortie la fin octobre. 76% des managers sont confrontés quotidiennement aux lacunes de leurs équipes. Des lacunes, ça peut être quoi, pour donner quelques exemples ? Des fautes dans les mails C'est des fautes d'orthographe dans les mails, c'est des difficultés d'élocution, c'est des problèmes d'expression orale et écrite. Ça ressemble à ça. Et le souci, c'est que ça participe de cette culture générale au sens large. Ce n'est pas uniquement des connaissances en histoire, en sculpture, en peinture ou en art, mais c'est aussi le fait de pouvoir s'exprimer, puisque la langue est vecteur de pensée, et que forcément il faut pouvoir exprimer clairement ce qu'on ressent, et c'est un souci qu'on constate aujourd'hui. Éric, il y a 2 sujets dans la culture générale. Ensuite, on parlera à l'enseignant, celui qui donne des cours, qui découvre des étudiants, avec des niveaux parfois moyens, mais il y a peut-être un malentendu sur la culture générale, parce qu'effectivement, il y a des grandes entreprises de cosmétiques qui proposent à leurs salariés des grandes conférences sur Léonard de Vinci, sur la culture, sur l'art contemporain. Là, on est dans la culture générale brute, mais là, on vient d'évoquer tout de suite les fautes d'orthographe, c'est-à-dire des basiques éducatifs. Alors effectivement, mais il faut réussir à former ou à reformer les collaborateurs sur le sujet, mais ce qu'on constate, c'est que pendant des siècles, on a formé l'honnête homme avec les humanités, et puis il y a à peu près une 15-20 ans, on est passé sur une approche par compétence, et l'approche par compétence a pris le pas sur tout le reste, et finalement renvoyant le collaborateur à une certaine utilité sociale, il ne pouvait être utile qu'à partir du moment où il avait telle ou telle compétence et qu'on l'aidait à développer ses compétences. Et on se foutait d'ailleurs de savoir s'il avait de la culture générale, c'était pas l'objet. Complètement, mais on se rend compte aujourd'hui que finalement les problèmes sont extrêmement complexes, qu'il n'y a plus de solution univoque pour chaque problème, et que pour ça on a besoin d'un bagage intellectuel qu'il faut remettre au goût du jour, et c'est pour ça qu'on essaye de militer, ou que moi-même je donne des conférences sur l'histoire dans un certain nombre de grandes entreprises pour aider finalement les collaborateurs à retrouver ce bagage culturel que pour la plupart ils ont peut-être perdu depuis au moins le lycée. Il y en a certains qui n'ont pas fait d'histoire depuis le lycée. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces dirigeants, ces managers, ceux que vous avez dans la salle? J'imagine qu'à la fin ils viennent vous voir et qui vous disent ça me fait un bien fou de sortir de mes tableaux de chiffres. C'est ça qu'ils vous disent? Complètement. C'est une bouffée d'oxygène pour eux de pouvoir réfléchir à autre chose, de pouvoir élargir le sujet, et puis ça a un aspect très concret aussi dans leur quotidien. C'est Churchill qui disait que si on veut voir loin dans le futur, il faut savoir regarder loin dans le passé, et donc le fait de s'intéresser à l'histoire leur donne des solutions très concrètes pour les problématiques quotidiennes. D'où les 7 négociations avec Jean-Édouard Grézy. Exactement. Pour essayer de s'appuyer sur des négociations historiques. C'est vraiment un livre qu'il ne faut pas manquer, qui est un livre passionnant. D'ailleurs, vous évoquiez Michel Rocard avec les fameux accords de Matignon-Oudinot qui sont d'une criante actualité. Qui sont dans l'actualité, puisque les Français, les Calédoniens ont voté pour le maintien de la Calédonie dans la France. Mais ce n'est pas le sujet, vous êtes aussi enseignant. Il y a un sujet quand même, j'ai été enseignant aussi, et j'ai été un peu surpris. Alors, est-ce que c'est une guerre de génération? Est-ce que c'est un regard biaisé? Surpris par le niveau de mes étudiants. Est-ce que vous êtes vous aussi surpris du niveau de vos étudiants? Alors oui, je suis surpris du niveau des étudiants, surtout que
Je vous l'ai dit, j'étais enseignant-chercheur et puis je suis passé dans le privé et puis je suis revenu récemment à l'enseignement et c'est pour ça que je suis doyen de la faculté. Alors doyen de la faculté, ça veut dire que c'est grosso modo celui qui dirige le corps professoral. Un peu d'administratif, quoi. Il y a un peu de ça, mais dans une belle et grande école de commerce à l'ISTEC. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que cette approche par compétences, elle commence très tôt. Et en fait, on a deux pieds qui sont d'un côté l'approche par compétences qu'on délivre dans les écoles de commerce avec du marketing, de la finance, etc. Il y a un deuxième pied qui est la professionnalisation, le fait de pouvoir permettre via l'alternance, et on a vu les développements qu'a eu l'alternance ces dernières années, mais de pouvoir faire rentrer le jeune, l'étudiant dans l'entreprise le plus tôt possible. Et puis, il manque un troisième pied qui est la culture générale, qui est ce bagage culturel, qui est des codes que si on veut que nos étudiants aient une belle et longue carrière, ils doivent posséder parce que les dirigeants d'aujourd'hui ont ces codes culturels. Et donc, pour pouvoir parler le même langage, il faut les posséder, il faut les avoir. Alors moi, je veux pas scier la branche sur laquelle vous êtes assise, mais est-ce que c'est pas trop tard? Enfin, je sais pas, on a tous des enfants. J'en ai. Ils ont le nez devant le téléphone, ils suivent TikTok, Instagram, Snapchat, enfin, j'en passe et des meilleurs. Ils ouvrent peu de livres. Ils sont une petite minorité à vraiment aller acheter des livres en librairie. Est-ce qu'on n'a pas changé d'air? Est-ce qu'on n'est finalement pas la vieille génération, finalement, exigeant des choses qui n'existent plus en vrai? On a peut-être changé d'air. En attendant, il y a quand même des fondamentaux qui restent. Le fait de raconter des histoires, moi je le vois avec mes enfants, c'est mon côté historien, mais le fait de leur raconter des histoires, ça marche toujours, qu'on soit sur TikTok, sur Instagram. Regardez les influenceurs qui ont le plus de followers aujourd'hui racontent des histoires. Il y a d'ailleurs, que ce soit Instagram, Snapchat et autres, sont passés sur des stories. On est en permanence en train de raconter des histoires. Et ce bagage culturel, c'est peut-être un moyen de l'acquérir en racontant des histoires aux gens. Alors, pas forcément des vidéos de chats, mais plutôt de revenir sur les grandes figures du passé, ou les grands peintres, ou les grands sculpteurs, peu importe, mais à partir de permettre d'élargir les horizons. Mais vous, l'enseignant qui récupérez ces étudiants en école de commerce, donc qui ont quand même 12 ans d'école derrière eux, peut-être plus d'ailleurs, c'est pas trop tard? Comment on fait pour rectifier le tir, comme on dit? Parce que là, vous avez des étudiants qui vous disent, tiens, je vais vous montrer une photo, vous me citiez le général de Gaulle, vous avez des étudiants qui regardent et qui disent « ça me dit quelque chose, mais je vois pas trop ». Enfin, c'est incroyable. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut remettre des humanités, et il faut rétablir, enfin, je veux dire, pendant 1500 ans ou 2500 ans, l'humanité a fonctionné en se référant aux grands anciens et en essayant d'acquérir les bases de la culture classique. C'est ce qu'on essaye de remettre, justement, ou c'est ce qu'on essaye d'impulser. Et il y a d'autres écoles de commerce qui le font, mais à l'ISTEC, on y est particulièrement sensible, de remettre d'abord des cours de grammaire, d'orthographe en première année, histoire d'avoir les bases que vous évoquiez tout à l'heure. Donc c'est les profs de français, ça, qui gèrent ça. Exactement. Et puis derrière, de les ouvrir sur le monde avec un bagage culturel qui leur sera nécessaire derrière dans la vie de tous les jours. Ça, c'est vous qui prenez en charge cette fonction de les éveiller à la culture générale, ou vous avez des professeurs spécialisés dans l'histoire de l'art? Alors, on a des professeurs spécialisés. On est en train on a recruté un enseignant sur l'histoire de la pensée économique, par exemple. Parce qu'on en a besoin et que l'approche par compétence est bien, mais il faut élargir aujourd'hui le spectre et ça suffit plus. Quel conseil vous donneriez aux entreprises? Parce que je leur dis, vous venez de l'entreprise, hein, le retour à l'enseignement est très frais. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les entreprises? Alors, les grandes, y réfléchissent, elles ont des structures, mais les entreprises de taille moyenne, comment elles font? Elles sont confrontées aussi à ces problèmes. Il faut avoir, en termes de politique RH, il faut inciter les salariés à produire de la connaissance. Et pour ça, il faut les aider. C'est compliqué d'écrire, c'est dur d'écrire. Vous le savez, vous avez publié plusieurs ouvrages, mais il faut encourager les salariés à produire. En fait, quand on publie un post sur LinkedIn ou sur n'importe quel réseau social, si on lit le post, si celui qui lit le post n'apprend rien, finalement, on lui a volé du temps. Et ce qu'il faut, c'est arrêter de voler du temps aux gens et leur permettre d'apprendre quelque chose. Donc il faut produire de la connaissance et la mettre sur le papier. Ça c'est, je dirais, l'aspect académique. Est-ce que c'est pas la vidéo qui est en train de prendre l'image, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui peut faire des fautes d'orthographe à l'écrit produise des vidéos et qui fasse finalement qu'il devienne l'ambassadeur de son entreprise et qu'il cartonne. Enfin, je veux dire, après tout, lui, il dit, je fais des fautes, mais regardez, je parle de mon entreprise quand même. Alors, peu importe le média qu'on choisit finalement, mais effectivement, c'est vraiment cet aspect de production de connaissances. Et d'ailleurs, il y a certains cabinets qui sont plutôt à la pointe. Je pense à des cabinets, alors il y a certains cabinets qui se définissent même plus comme cabinets de chasse de tête, et je pense au cabinet Lincoln notamment. Ils accompagnent les talents tout au long de leur vie, et dans le cadre de cet accompagnement, forcément, il y a le développement global
globale des connaissances et des compétences des collaborateurs, y compris sur le fait de savoir écrire. Donc il est plus que jamais utile d'armer, parce que c'est vraiment d'armer ses collaborateurs en connaissances historiques, politiques. C'est quoi la culture générale dans votre définition? C'est quoi quelqu'un qui a de la culture générale? C'est tellement vaste. Eh oui. C'est tellement vaste, mais c'est être capable de discuter avec tout le monde et d'avoir les codes des différents milieux. J'ai le souvenir, si je peux me permettre de vous raconter une petite anecdote. Racontez-moi une histoire. J'étais en contact avec quelqu'un qui venait de rentrer au Comex et au Comex, il va à une réunion avec son grand patron et ils sont 2 heures dans la voiture tous les deux et donc c'est une chance immense de pouvoir échanger. Et le grand patron lui dit: mais alors qu'est-ce que t'en penses? J'ai pensé que le séminaire de fin d'année cette année on pourrait le faire à Bayreuth. Et là, le problème, c'est que le collaborateur, il ne sait pas où est Bayreuth et il ne sait pas que c'est la ville de Wagner. Et donc, il découvre que son patron... C'est pas Beyrouth. Non, c'est pas Beyrouth, c'est Bayreuth. Et d'un seul coup, il se retrouve, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire. Et donc, le problème, il est là. C'est qu'il ne s'agit pas d'aimer ou pas Wagner. Il s'agit juste d'avoir ce vernis qui va permettre de communiquer, d'avoir les mêmes codes que son interlocuteur. Ça se termine comment, cette histoire en voiture? Il a ouvert la porte, il l'a déposé sur le bas-côté? Non, il a jonglé, etc. Mais si on avait pu lui éviter ce moment de malaise... ça aurait été intéressant. Donc la culture générale est essentielle et on l'acquiert aussi en lisant, en ouvrant des livres, en se documentant, des livres qui sont parfois des livres professionnels, parce que j'ai vu que ces livres cartonnaient. C'est aussi l'occasion d'accéder à une forme de culture générale. Exactement. C'est un biais aussi d'accès au savoir et puis aux romans et aux documentaires. Mais vous allez jusque-là dans le champ de... Peu importe le média, mais je vous dis, il y a peut-être 2 mots d'ordre. C'est cultivez-vous, peu importe le média vous choisissez, que ce soit d'ouvrir des livres, que ce soit de regarder des émissions, des documentaires, etc. Et puis produisez de la connaissance. Contribuez à la vie de la cité en produisant de la connaissance. Donc écrivez. Donc écrivez. Écrivez ou faites des vidéos ou peu importe, mais produisez de la connaissance. Écrivez et relisez. Écrivez et relisez. Et relisez, parce que c'est vrai que c'est rédhibitoire. 2 fautes d'orthographe dans un texte magnifique. Ça ne passe pas. Ça vous fait tomber le texte. Merci Éric Ledelay d'être venu sur notre plateau. Vous êtes directeur académique et doyen de l'ISTEC, qui est une école de commerce, mais on l'a entendu, qui propose des formations aux premières années, en orthographe, en grammaire, pour reprendre les bases. Même sur le cursus de 5 ans, on propose au fil de l'eau. Approche, exactement. Voilà, pour avoir une approche beaucoup plus large. Des cadres et managers bien formés sur tous les plans. Et professeurs de négociation, de gestion des conflits, géopolitique et intelligence économique. À ne pas manquer les 7 négociations qui ont fait l'histoire de France avec Jean-Édouard Grézy, et puis ce livre de Mike Giver, ça me rappelle mon enfance, à Game of Thrones, quand les séries TV nous enseignent le management. Merci de nous avoir rendu visite. La suite de notre programme, c'est Un jeune, une solution. Vous savez, chaque semaine, une entreprise vient nous parler de son engagement en matière d'emploi des jeunes, et nous accueillons l'entreprise Alteora Composite. Voilà, j'ai réussi à le dire parfaitement, on l'accueille.